beaucoup, Yves, on donnera donc la parole à la salle et aux étudiants autant que possible après les trois exposés. Donc maintenant, je donne aussitôt la parole à Sébastien, que je ne dois pas présenter, donc j'ai déjà dit que je ne devais pas te présenter, je le recommande. Et donc tu vas nous synthétiser ton très beau texte sur le thème de l'interprétation involutive de la Convention européenne des droits de l'homme. Nous t'écoutons. Alors merci Hugues, merci François d'être là pour écouter en live ces contributions et entendre certainement des choses qui t'ont fait cogiter et ruminer à plus d'une reprise depuis les années 80 s'agissant de l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors je vais effectivement présenter ce texte sur l'interprétation involutive, c'est-à-dire l'interprétation qui conduirait éventuellement à une régression dans la protection des droits de l'homme. On parle toujours de l'interprétation évolutive pour désigner un progrès, une élévation des exigences. Ici, il s'agirait au contraire d'une régression. C'est un thème que François avait abordé en 1999 dans une contribution qu'il avait écrite pour le journal des tribunaux qui s'appelait « Le temps, la quatrième dimension des droits de l'homme ». Il posait la question de savoir s'il pouvait y avoir des régressions en matière de protection des droits de l'homme. Alors pour illustrer mon papier, j'ai pris un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme dont je ne parlais pas dans la contribution parce qu'il est plus récent et qui concerne la privation de liberté préventive de hooligans à la veille, le soir d'un match de football. Donc un match devait avoir lieu à Copenhague entre le Danemark et la Suède et on annonçait des échauffourées et la police, pour prévenir tout heurt en la matière, décide de priver de liberté trois requérants, SV et A, privés de liberté pendant toute la durée du match. Donc ils sont privés de liberté pendant 7 heures, entre plus ou moins 4 heures de l'après-midi et minuit, et puis à l'issue du match, ils sont relâchés. Alors l'affaire est portée devant la Cour européenne des droits de l'homme pour déterminer si la privation de liberté est légale conformément à l'article 5 de la Convention, parce qu'il s'agit d'une privation de liberté purement administrative et purement préventive. Ils n'ont pas commis d'infraction, mais simplement, on les prive de liberté pour éviter qu'ils en commettent. Et à l'issue de cette privation de liberté, on ne les conduit pas devant un juge parce qu'ils ne sont pas du tout soupçonnés d'infraction. Donc c'est une privation de liberté en dehors complètement de toute procédure pénale existante ou envisagée, purement préventive, sur base d'une loi de police d'ailleurs. Ce n'est pas sur base du code de procédure pénale danois. Et la question se pose de savoir si c'est conforme à l'article 5, si l'article 5 permet qu'il y ait ce genre de privation de liberté. Alors la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que dans un arrêt de 2013 contre l'Allemagne, elle a estimé que les privations de liberté purement préventives, en dehors d'une procédure pénale, pour des faits soupçonnés d'ores et déjà, que cette privation de liberté n'est pas conforme à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais la Cour européenne des droits de l'homme décide d'aller plus loin dans cette jurisprudence parce qu'elle se montre sensible à une interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc on est devant la grande chambre, c'est une affaire importante, se montre sensible à une interprétation de la Convention qui soit mieux en phase avec les besoins policiers des temps modernes. Et donc elle décide de réinvestir sa jurisprudence. Elle examine les motifs qui l'avaient conduite en 2013 à condamner ce genre de pratique, et puis elle décide d'aller plus loin. Et elle va très très loin, puisqu'elle remonte, François, à l'arrêt Lawless contre l'Irlande de 1961, donc on se trouve face au 5e arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, arrêt dans lequel la Cour avait admis que l'article 5, effectivement, permettait la privation de liberté, à la lettre C, soit parce qu'on soupçonnait une personne d'avoir commis une infraction, soit pour prévenir une infraction. Et donc la Cour, dans une interprétation textuelle de l'article 5, on retourne vraiment au texte, et dans une interprétation historique remontant à un des tout premiers arrêts, trouve de quoi, au fond, légitimer ces privations de liberté préventive et donc mettre de côté la jurisprudence de 2013 qui estimait que ce n'était pas correct. Et donc la Cour conclut que la prévention des infractions, ça peut être un fondement à part entière de privation de liberté. Alors il y avait un deuxième obstacle, c'est que théoriquement, selon l'article 5 que je recopie, quand une personne est privée de liberté, c'est en vue d'être présentée devant l'autorité judiciaire compétente. Donc il doit théoriquement y avoir une suite judiciaire. Mais ici,
une fois le match fini, on les avait relâchés et n'ont jamais été poursuivis de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, aucune infraction n'aurait pu leur être reprochée. Donc la Cour se dit, bon, est-ce qu'il n'y a quand même pas là un obstacle de texte qui s'opposerait à ces privations de liberté purement préventives sans suite judiciaire? Et la Cour dit, ben, c'est peut-être un obstacle de texte, mais il faut quand même avoir égard aux besoins contemporains en termes de maintien de la sécurité. Et donc au paragraphe 123, la Cour met en avant les valeurs de sécurité et de maintien de l'ordre. Et puis au paragraphe 124, c'est beaucoup plus sympa, elle dit « Et en plus, le maintien de l'ordre, c'est non seulement nécessaire pour des questions de sécurité, toutes ces valeurs froides de l'État policier, mais c'est nécessaire aussi pour la protection des droits de l'homme. Moi, Cour européenne, j'impose aux États de protéger la vie des individus, de protéger leur intégrité physique. Donc, si je prive ces personnes de liberté, ça n'est pas dans un dessein de limitation des libertés, c'est dans un dessein de protection des droits et libertés. Et donc l'arrêt revient en arrière par rapport à une jurisprudence acquise et autorise les États à faire ce qu'ils ne pouvaient plus faire. Alors deux juges dissidents dans l'arrêt ont constaté effectivement le caractère totalement original de cet arrêt et disent d'habitude la Cour elle pratique des interprétations évolutives pour étendre le champ des libertés. Ici, elle pratique une interprétation presque grammaticale et historique pour réduire le champ des libertés. Ça n'est pas courant. Et les juges disent il est grand temps de remettre un peu de l'ordre dans tout ça parce qu'on ne voit pas pourquoi, dans certains cas, on fait des interprétations évolutives qui s'écartent de l'intention originale des parties et de la lettre du traité, et pourquoi, dans d'autres affaires, on adopte l'approche inverse. Et les juges qui s'expriment en marge de l'arrêt, ça n'est pas personne par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme. Wojciech, c'est le juge polonais qui est un des plus conservateurs en termes d'interprétation juridique. C'est toujours le grand partisan des méthodes originalistes. Et donc il s'étonne même que la Cour fasse ce qu'il encourage de faire à longueur d'arrêt. Et d'où cet arrêt pose la question, qui est la question qui est à la base de mon papier, la Convention européenne des droits de l'homme est-elle vraiment susceptible d'une interprétation involutive, de régression comme celle-là? Alors l'idée selon laquelle la Cour européenne des droits de l'homme doit être interprétée de manière évolutive est un instrument vivant. C'est une vieille idée qui date déjà de 1978, qui avait suscité beaucoup de controverses à ce moment-là. François, tu te souviens des opinions dissidentes de Sir Gerald Fitzmaurice qui étaient plus longues que les arrêts elles-mêmes. Et donc, cette idée s'est implantée dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. À la base, plus personne ne la conteste. Par contre, c'est l'idée des limites à cette interprétation, des utilisations, qui continuent à poser problème. Alors, les limites, elles sont parfois empruntées à une citation d'un arrêt de la Cour suprême du Canada, en 1930, auquel on attribue en fait la paternité de cette idée de l'instrument vivant. Et la citation complète, c'est le droit est un arbre vivant pouvant croître et se développer dans ses limites naturelles. On parlait de la Constitution à l'époque. Et donc l'idée, c'est qu'il y aurait des limites naturelles à l'interprétation évolutive. Et mon texte examine effectivement quelles pourraient être ces limites. Alors il y a d'abord les limites qui seraient empruntées au texte. La Cour le dit dans un arrêt de 2012, elle ne saurait, en vue de répondre aux nécessités, aux conditions, aux vues et normes actuelles dégagées de la Convention des droits qui n'y ont pas été insérés dès le départ. Elle ne saurait passer du typex juridique sur les termes, ni combler des vides qui sont des vides délibérés. Ça, ce serait la première limite, mais tout le monde sait bien que cette limite, de temps en temps, est allègrement franchie. Vous avez sans doute vu, dans le cadre du cours de droit pénal, l'arrêt Scopola sur la rétroactivité in missus de la loi pénale. On voit vraiment la Cour européenne des droits de l'homme passer du typex juridique sur les textes, ou en tout cas ajouter des lignes entre les lignes qui ne s'y trouvaient pas. Ce serait la première limite, ce serait le texte. La deuxième limite, ce serait le contexte, qui est une limite qui est mise en valeur par des juges strasbourgeois de temps en temps. On dit la Convention doit être interprétée à la lumière des évolutions contemporaines, mais les évolutions doivent être démontrées. Ce n'est pas la Convention et la Cour qui doit créer l'évolution, elle doit l'enregistrer. Elle ne peut pas courir plus vite que la musique. Alors comment la Cour européenne des droits de l'homme va-t-elle essayer d'objectiver ce contexte? En utilisant des apports du droit comparé, du droit international, pour tenter
d'objectiver tout ça. Ce serait la deuxième limite. Et la troisième limite, c'est vraiment le cœur de ma question, ce serait la limite en termes de direction. L'interprétation évolutive n'existerait que dans un sens bien particulier. En l'occurrence, n'existerait que dans le sens du progrès. Alors c'est la question qui se pose parce qu'on constate qu'aujourd'hui se multiplient dans la jurisprudence de Strasbourg des arrêts où on interprète la Convention, mais pas pour progresser dans l'interprétation d'un droit, mais plutôt pour régresser. L'arrêt sur le hooliganisme dont je viens de parler en est un exemple. Il y a d'autres exemples. Il y a des cas où la Cour fait des revirements de jurisprudence, in malam partem, revient sur des acquis antérieurs. Et la question de savoir, est-ce que c'est légitime? Alors il y a deux arguments qui peuvent évidemment être mis en avant en la matière, qui sont parfaitement opposés. Certains diront, mais oui, c'est légitime, parce que dire que la Convention est perméable au changement, ben, ça suppose, pour être tout à fait cohérent, une perméabilité totale. Tantôt le changement va dans le bon sens, et tantôt le changement va dans le mauvais sens. Je me souviens, François, quand tu nous disais, tu nous enseignais les libertés publiques, tu disais, ben, la Convention européenne des droits de l'homme, c'est fait pour le beau temps, mais c'est fait aussi pour le mauvais temps. Et il se fait que de temps en temps, ben, il fait mauvais et que les circonstances sont telles que les acquis pourraient être mis sous pression. Et dire qu'on est perméable qu'à des circonstances positives et pas des négatives, c'est affaiblir la cohérence même de l'idée de perméabilité. À cette idée-là s'en oppose une autre, qui consiste à dire que l'interprétation évolutive doit être polarisée par l'interprétation fondatrice de la Convention, par le télos de la Convention, par son objectif tel que le décrit le préambule. Et le préambule, il dit que la Convention réalise les premiers pas vers une union plus étroite, est un instrument de développement des droits de l'homme. Et donc on se dit, ben, toutes les méthodes d'interprétation de la Convention, l'évolutive, la consensuelle ou autre, devraient être polarisées par l'idée de développement, et qu'il ne pourrait donc jamais y avoir, dans cette idée-là, une légitimité à la régression. Et c'est ce que certains juges, certains auteurs ont dit en disant qu'il y avait dans l'interprétation de la Convention un principe de standstill. On peut faire des revirements de jurisprudence pour avancer, mais jamais pour reculer. Alors l'ennui, et c'est ce que j'essaye de montrer, c'est que les choses ne sont jamais aussi simples que ça. En ce sens que, de temps en temps, l'avancement pour certains droits de l'homme se paye d'un recul pour d'autres droits de l'homme, parce qu'il y a des obligations concurrentes. Et dire qu'on ne peut que systématiquement avancer, mais ça n'est pas suffisant pour résoudre la question. De temps en temps, certaines régressions apportent un avancement pour la réalisation des droits de l'homme. C'est ce que la Cour avait dit notamment quand elle a fait un revirement de jurisprudence à propos des cautions qui sont exigibles dans le cadre d'une détention préventive dans la célèbre affaire du pétrolier Le Prestige. Donc on avait exigé une caution gigantesque pour libérer le capitaine. La Cour européenne des droits de l'homme avait dit ça, c'est vrai que j'ai jamais vu dans ma jurisprudence, mais c'est pour protéger l'environnement, et l'environnement c'est très important pour les droits de l'homme. Donc on reculait pour un droit, mais dans une avance pour l'autre. Et c'est exactement ce que la Cour européenne des droits de l'homme, dans mon arrêt danois, essaye de mettre en avant pour justifier. Elle met en avant les valeurs policières, les défis contemporains, et puis elle retraduit ça dans un langage beaucoup plus sympa qui dit, mais en fait, les États ont l'obligation positive, donc si vous ne privez pas préventivement les personnes de liberté, c'est peut-être au préjudice de la vie d'autres personnes ou de l'intégrité physique. Donc c'est dans la logique des droits de l'homme, on ne sort pas de l'idée d'un progrès, même lorsque l'on régresse sur un terrain. Et donc on voit que ça va un peu dans tous les sens, si j'ose dire, et qu'il y a là une matière à importante hésitation. Alors la dernière source d'hésitation, évidemment, c'est d'éviter que cette interprétation évolutive, qui pourrait être involutive, ne soit en fait la possibilité juridiquement correcte pour les États de contester à large échelle la jurisprudence de Strasbourg. Au fond, si on disait maintenant qu'il faut revirer de jurisprudence toutes les fois que le contexte est à la baisse, alors on dirait aux États, mais en fait, n'observez pas les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, vous allez créer un nouveau contexte, un nouveau consensus,
qui va obliger la Cour européenne des droits de l'homme à finalement revenir sur ses positions. Et ça, évidemment, ça ne saurait pas être le but. On ne saurait pas récompenser la résistance des États, ou en tout cas le non-respect des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme par, finalement, un changement des standards, ou en tout cas, c'est difficile à concevoir. Et donc, c'est toutes ces considérations-là que je mettais en avant dans le texte que j'ai écrit pour François, en n'ayant pas de conclusion, finalement, et en disant qu'il faut bien y réfléchir. Voilà, donc merci beaucoup.